Aux obsèques de mon fils, ma belle-fille a chuchoté fort. Je ne vais pas m'occuper de cette vieille sorcière. Mais avant de mourir, mon fils m'avait tout transféré dans son testament. Je suis heureuse de vous avoir ici. Suivez mon histoire jusqu'au bout. Et commentez le nom de la ville depuis laquelle vous m'écoutez pour que je voie jusqu'où mon histoire a voyagé. Le funérarium sentait le lys et le chagrin. Une odeur écœurante. J'étais debout près du cercueil de mon fils, ma main posée sur l'acajou poli, essayant de comprendre comment Thomas, mon Thomas si fort, si plein de vie à 35 ans, pouvait être allongé là. Si immobile. Le médecin avait parlé d'un arrêt cardiaque foudroyant. Ces choses-là arrivent parfois même aux jeunes en bonne santé, avait-il dit, comme si cette explication pouvait combler le trou béant qui venait de déchirer ma vie d'ancienne infirmière. Les amis, la famille. Ils flottaient à autour de moi dans un brouillard de vêtements noirs et de voix basses. J'acceptais les condoléances depuis des heures, mon visage figé dans ce masque que l'on porte quand on essaie de ne pas s'effondrer. Mes doigts traçaient le bord du bois, la dernière frontière physique entre moi et mon enfant. Martine, Maître Mercier l'avocat et presque notaire de Thomas, m'a touché doucement le coude. Quand vous serez prête, nous devons discuter de certaines choses. J'ai hoché la tête engourdie. Plus rien n'avait d'importance maintenant. Certainement pas des affaires ou des questions légales. Mais je l'ai suivi dans une petite salle adjacente, loin de la file de condoléances et des murmures de sympathie. C'est là que je l'ai vue. Ophélie, ma belle-fille. Elle était blottie dans un coin avec sa sœur Maude. Mon fils avait été si amoureux d'elle. Même au début de leur relation, il y a 10 ans, je voyais comment il la regardait. Comme si elle était la réponse à une question qu'il s'était posée toute sa vie. J'allais m'approcher d'elle quand la voix d'Ophélie, plus aiguë, plus tranchante que je ne l'avais jamais entendue, a percé l'atmosphère feutrée. « Tu sais qu'ils vont lire le testament demain, hein ?» Elle chuchotait, mais l'acoustique de la pièce portait ces mots jusqu'à moi. J'espère juste qu'il n'a rien laissé d'important à Martine. Sa sœur Maude a murmuré quelque chose que je n'ai pas pu saisir. Je sais pas vrai, je veux dire. Je suis sa femme. Tout devrait me revenir. La voix d'Ophélie dégoulinait d'une amertume que je ne lui connaissais pas. J'ai passé 7 ans avec lui, à supporter sa mère constamment fourrée chez nous, à donner son avis sur tout, de notre maison à la façon dont on devait élever les enfants. Je me suis figée, ma main toujours sur le cadre de la porte. « Et si elle s'attend à emménager chez toi maintenant ?» demanda Maude. Ophélie a ri. Elle a vraiment ri, ici, aux obsèques de mon fils. Je préférerais mourir, je te le jure. Sa voix a encore baissé, mais dans la pièce silencieuse, j'entendais toujours le venin. C'est moi qui dois ramasser les morceaux maintenant. C'est moi qui dois élever nos enfants seuls. Je ne vais certainement pas m'occuper de cette vieille sorcière en plus. La pièce s'est mise à tourner. Vieille sorcière. C'est comme ça qu'elle me voyait depuis tout ce temps. La belle-mère envahissante et autoritaire. Moi qui avais essayé si fort de respecter leur mariage de n'offrir mon aide que lorsqu'on me la demandait. Moi qui gardais mon petit-fils Hugo 2 jours par semaine pour qu'Ophélie puisse garder son travail à mi-temps. Moi qui apportais des repas quand Thomas devait travailler tard. Je pensais vraiment que nous avions une bonne relation. La lecture du testament aura lieu demain à 10 heures, disait Maître Mercier, ignorant ce que je venais d'entendre. Je voulais vous préparer, Martine. Thomas a fait des changements récents sur son testament. Je luttais pour me concentrer sur ces mots. Les commentaires cruels d'Ophélie résonnaient encore dans mes oreilles. Des changements. Ma voix semblait lointaine même pour moi. Oui, il y a environ 3 semaines. Il a hésité. Il vous a presque tout transféré à vous, Martine, pas à Ophélie.
Quoi? Je l'ai dévisagé. Mais ça n'a aucun sens. Ophélie est sa femme. Les enfants... Il a mis en place des assurances vie pour les enfants qui seront débloqués à leurs 25 ans, expliqua doucement Mercier. Mais la maison, ses investissements, l'assurance décès, tout vous revient. Il a été très explicite à ce sujet. Mon esprit s'emballait. Pourquoi Thomas aurait-il fait ça? Il avait toujours été réfléchi, méthodique. Ce n'était pas un choix impulsif. Derrière nous, Ophélie m'avait repéré. Son visage est passé de l'agacement à un masque de chagrin très étudié. Toute trace de son mépris antérieur avait disparu. Mais je l'avais vue maintenant. La vraie Ophélie. Celle qui existait quand elle pensait que personne ne regardait. « Martine !» dit-elle en s'approchant les bras ouverts pour une étreinte. « Je suis tellement désolée. On essaie tous de surmonter cette perte horrible. » Alors qu'elle me serrait dans ses bras son parfum m'étouffant. Je ne pouvais penser qu'à une seule chose. Mon fils savait. D'une manière ou d'une autre, mon fils savait exactement qui elle était. Et maintenant, je commençais à comprendre moi aussi. La lecture du testament fut tout ce que je redoutais. Et pire encore, Ophélie était assise en face de moi, à la table de conférence, son visage un orage de rage à peine contenu. Tandis que Maître Mercier confirmait ce qu'il m'avait dit au funérarium, Thomas avait changé son testament 3 semaines avant sa mort, me laissant presque tout à moi au lieu d'elle. « Ce n'est pas possible, ce n'est pas légal », lança Ophélie ses ongles parfaitement manucurés, s'enfonçant dans le porte-documents en cuir qu'elle avait apporté. Il n'avait visiblement pas toute sa tête. « Je vous assure, madame, que votre mari était sain d'esprit et de corps lorsqu'il a fait ces changements, » dit Maître Mercier de cette voix calme et professionnelle de ceux qui ont géré de nombreuses querelles familiales. Il a été très ferme sur ses décisions. Le retour à la maison fut un brouillard. Ophélie était sortie du bureau en trombe, refusant de me parler. Une partie de moi voulait la rattraper, essayer de comprendre, de maintenir un lien avec mes petits-enfants. Mais le souvenir de ces mots au funérarium, je ne vais certainement pas m'occuper de cette vieille sorcière, m'a réduite au silence. 3 jours plus tard, je me tenais dans le bureau de Thomas, entourée des vestiges de la vie de mon fils. Ophélie m'avait donné la clé à contre-cœur, prétendant qu'elle ne supportait pas encore de trier ses affaires. La maison semblait vide, abandonnée, bien qu'Ophélie, Testance et enfants y vivent toujours. Ils étaient partis chez ses parents pour quelques jours, me laissant l'espace pour récupérer les effets personnels de Thomas. J'ai passé mes doigts sur son bureau. Je me souvenais de lui assis les dimanches après-midi pendant la sieste des enfants. Le fauteuil en cuir gardait encore l'empreinte de son corps. C'est là que j'ai remarqué le tiroir, légèrement entrouvert avec une petite clé encore dans la serrure. Thomas avait toujours été méticuleux. Il n'aurait jamais laissé ça ouvert, sauf si mes mains tremblaient en ouvrant le tiroir. À l'intérieur, un épais dossier marron étiqueté simplement « Dossier financier ». Je ne devrais pas fouiller, pensais-je. Mais quelque chose me poussait à l'ouvrir. Ce que j'y ai trouvé m'a glacé le sang. Des relevés de cartes de crédit, des demandes de prêt, des avis bancaires, des dizaines, couvrant les 2 dernières années, et agrafée sur le dessus une note manuscrite de l'écriture nette et précise de Thomas. « Maman, si tu lis ça, je suis tellement désolée. J'aurais dû te le dire plus tôt. » Les larmes brouillaient ma vue, alors que je parcourais les documents. L'histoire qu'il racontait était dévastatrice. Ophélie avait systématiquement vidé leur compte commun depuis des mois, peut-être des années. Des retraites d'espèces dans des casinos, des sites de jeux en ligne, des achats de luxe retournés contre de l'argent liquide et des prêts. Tellement de prêts, contractés au nom de Thomas, certains, avec des taux d'intérêt qui me donnaient le vertige. « Oh, Thomas !» ai-je murmuré, mon cœur se brisant à nouveau. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit?
comme pour me répondre, une petite clé USB est tombée d'entre les papiers. Je l'ai branchée sur l'ordinateur de Thomas. Il n'y avait qu'un seul fichier vidéo daté d'il y a 3 semaines. Le jour même où il avait changé son testament, le visage de mon fils a rempli l'écran. Il avait l'air fatigué mais résolu. « Mon... » commença-t-il sa voix en voyant une nouvelle vague de chagrin à travers moi. « Si tu regardes ça, c'est que les choses ont probablement empiré avec Ophélie et que tu découvres tout de la manière la plus dure. Je suis désolée pour ça. » Il passa la main dans ses cheveux, un geste si familier qu'il me fit mal. J'ai découvert le problème de jeu d'Ophélie il y a environ 6 mois. Au début, je pensais qu'on pourrait s'en sortir. Je l'ai mise en thérapie, j'ai ouvert des comptes séparés. Mais c'est plus profond que je ne le pensais. Il soupira lourdement. La semaine dernière, j'ai découvert qu'elle avait contracté des prêts auprès de personnages peu recommandables. Des gens qui ne suivent pas exactement les procédures légales de recouvrement. Ma main couvrit ma bouche d'horreur. « Je change mon testament aujourd'hui, » continua-t-il. « S'il m'arrive quelque chose, tu dois être protégé. La maison, les investissements. Ils doivent te revenir. Tu veilleras à ce que les enfants soient pris en charge, je le sais. » Mais Ophélie, sa voix se brisa. « Je l'aime, maman. Je l'aime toujours. Mais je ne peux plus lui faire confiance avec notre avenir. » La vidéo s'est terminée. Je suis restée assise dans l'obscurité grandissante de son bureau, les pièces du puzzle s'assemblant enfin, l'arrêt cardiaque soudain qui avait emporté mon fils athlétique et soucieux de sa santé. Les changements mystérieux de son testament. La façon venimeuse dont Ophélie avait parlé de moi au funérarium. Est-ce que le stress de la trahison d'Ophélie avait contribué à sa crise cardiaque ou y avait-il quelque chose d'encore plus sinistre en jeu? Un bruit à l'avant de la maison m'a fait sursauter. Des pas dans le couloir. Ophélie était de retour. J'ai rapidement fermé l'ordinateur et rassemblé les documents, les glissant dans mon sac. Quoi qu'il se passe ici, je devais être prudente. Pour ma sécurité, pour l'avenir de mes petits-enfants et pour la mémoire de Thomas. « Martine !» La voix d'Ophélie résonnait mielleuse douce, en contradiction totale avec la femme que j'avais entrevue au funérarium. « Tu es encore là, j'ai apporté à dîner. » J'ai pris une profonde inspiration et je suis sortie du bureau serrant les secrets de mon fils contre moi. « Je venais de finir, » dis-je forçant un sourire. « C'est gentil d'avoir apporté à manger. » Ses yeux ont balayé mon sac, puis sont revenus à mon visage, son sourire n'atteignant jamais ses yeux. « Eh ben, nous sommes une famille. N'est-ce pas, nous devons rester soudés maintenant plus que jamais. » Alors que je la suivais vers la cuisine, une pensée s'est cristallisée dans mon esprit. Mon fils avait essayé de me protéger. Maintenant, c'était à mon tour de protéger ce qu'il avait laissé derrière lui. 2 mois après l'enterrement de Thomas, mon monde s'était rétréci à la taille de mon salon. Le téléphone ne sonnait presque plus. Les invitations aux événements de la ville du club de bridge avaient cessé. Mon club de bridge hebdomadaire m'avait regrettablement informé qu'il restructurait les groupes et qu'il n'y avait plus de place pour moi. Je savais qui était derrière tout ça. Ophélie avait toujours été populaire dans notre petite communauté de la banlieue de Lyon. Charmante, belle, douée, pour se présenter comme l'épouse et la mère parfaite. Maintenant, elle était tout aussi douée pour se présenter comme la veuve éplorée, cruellement privée de son héritage, légitime par une belle-mère avide. Vous avez entendu ce que Martine a fait à la pauvre Ophélie? Avais-je surpris Madame Pembroke murmurer à une autre femme à l'épicerie la semaine dernière? Elle a tout pris après la mort de Thomas, laissant Ophélie et ses pauvres enfants avec presque rien. Et après tout ce qu'Ophélie a fait, s'occupant de Martine quand elle a eu sa chirurgie de la hanche l'année dernière, j'avais abandonné mon chariot et j'étais partie sans mes courses, les joues brûlantes d'humiliation. Le récit qu'Ophélie avait tissé
ne ressemblait en rien à la réalité. Elle m'avait rendu visite exactement 2 fois pendant ma convalescence, les 2 fois avec Thomas. Mais la communauté avait tout gobé. Le pire, c'était ce qu'elle avait fait avec mes petits-enfants. Léa, 9 ans, et Hugo, 6 ans. Ils étaient les lumières de ma vie. Avant la mort de Thomas, je les voyais 3 ou 4 fois par semaine. Maintenant, mes appels restaient sans réponse. Mes messages n'étaient pas lus. Quand j'arrivais à leur parler, ils étaient distants sur la réserve. Le week-end dernier, j'avais finalement confronté Ophélie à ce sujet quand elle avait déposé les enfants pour une rare visite. « Tu ne les auras que 2 heures », avait-elle dit en vérifiant sa montre. « J'ai un goûter d'anniversaire après. »« Ophélie, nous devons parler de ce qui se passe », avais-je dit, gardant ma voix basse pour que les enfants n'entendent pas. « Pourquoi montes-tu le monde contre moi? Pourquoi tu m'éloignes des enfants ?» Son visage s'était transformé, le masque agréable glissant pour révéler le calcul froid en dessous. « Nlexu. Je ne vois pas de quoi tu parles, Martine. Peut-être que les gens voient enfin qui tu es vraiment. Une femme contrôlante et égoïste, qui ne pouvait pas laisser son fils vivre sa propre vie. »« Ce n'est pas vrai et tu le sais, » avais-je protesté. « Thomas a changé son testament parce qu'il a découvert ce que tu faisais, ton addiction au jeu. » Elle avait ri, mais j'ai vu la panique flasher dans ses yeux. « C'est l'histoire que tu racontes aux gens maintenant. » « Mon Dieu, Martine, écoute-toi. D'abord tu voles mon héritage, maintenant tu m'inventes des addictions. Pas étonnant que personne ne veuille plus te voir. » Mina tomo atatak nandio. Elle s'était rapprochée, sa voix tombant dans un murmure menaçant. « Laisse-moi être claire. Ce sont mes enfants. Si tu veux les voir ne serait-ce qu'un peu, tu garderas tes accusations folles pour toi. Et tu commenceras à transférer les actifs de Thomas là où ils devraient être, c'est-à-dire à moi. » Cette nuit-là, après leur départ, je m'étais assise seule dans ma cuisine, une tasse de thé refroidissant devant moi. Pour la première fois depuis la mort de Thomas, je m'étais autorisée à pleurer. Des sanglots profonds, déchirants. L'isolement fonctionnait. J'avais commencé à douter de moi-même, à me demander si j'étais peut-être le monstre de cette histoire. Le lendemain matin, je me suis retrouvée chez le docteur Martin, notre médecin de famille, depuis 20 ans. Il avait vu Thomas grandir, lui au moins ne se serait pas retourné contre moi. Mais alors qu'il m'examinait, ses manières étaient froides professionnelles, là où elles avaient été chaleureuses et amicales. « Vous semblez anxieuse, Martine, » dit-il prenant des notes dans mon dossier sans me regarder. « Des troubles du sommeil. »« Oui, » admis-je. Je suis sous beaucoup de stress depuis la mort de Thomas. Il hocha la tête, toujours sans me regarder. Ophélie m'a dit qu'elle s'inquiétait pour votre état mental. Elle dit que vous faites des accusations étranges, que vous avez du mal à distinguer la réalité de la fiction. Mon sang se glaça. Ophélie vous a parlé de moi. Elle s'inquiète, dit-il simplement. Elle pense que vous pourriez être dans les premiers stades d'une démence. La paranoïa les saute d'humeur, le comportement irrationnel avec le testament. Ce n'est pas... Je ne suis pas... Je luttais pour trouver mes mots, choqués, de voir à quel point Ophélie avait empoisonné même cette relation. Le docteur Martin a finalement rencontré mes yeux. Je vous prescris quelque chose pour l'anxiété. Et j'aimerais que vous voyiez un neurologue, juste pour écarter toute possibilité. Je suis partie avec une ordonnance que je n'avais pas l'intention d'utiliser. Et la réalisation écrasante qu'Ophélie était en train de détruire non seulement ma réputation, mais aussi ma crédibilité. Si elle parvenait à convaincre les gens que je devenais mentalement inapte, qu'est-ce qui l'empêcherait de contester le testament pour ce motif? Alors que je marchais vers ma voiture, mon téléphone a vibré. Un SMS d'un numéro inconnu. « Nous devons parler d'Ophélie. Rendez-vous au café du fleuve demain à 10 h. Venez seule. Maude. »
la sœur d'Ophélie. Mon cœur s'emballa. Après des mois d'isolement, pouvais-je enfin avoir trouvé une alliée? Le café du fleuve était en bordure de la ville assez loin pour que je ne risque pas de croiser Ophélie ou ses amis. Je suis arrivée en avance choisissant une table dans un coin d'os au mur. À 10 heures précises, Maud est entrée. Elle était la sœur cadette d'Ophélie, mais elle ne pouvait pas être plus différente. Là où Ophélie était polie et parfaite, Maud était naturelle, détendue. Elle m'a repérée et s'est assise en face de moi, sans un mot de salutation. « Quelqu'un vous a vu venir ?» demanda-t-elle à voix basse. Je secouai la tête. « Je ne pense pas. »« Maud, pourquoi tout ce secret ?» Elle prit une profonde inspiration. « Je voulais vous parler depuis l'enterrement, mais Ophélie me surveille comme un faucon. Elle sait que je n'ai jamais approuvé sa façon de traiter les gens. » La serveuse s'est approchée. Maud a commandé un café attendant que nous soyons à nouveau seuls. « Martine, je veux que vous sachiez que je vous crois, pour tout. Le jeu l'est prêt, tout. Mes mains tremblaient. Vous me croyez, mais comment? Parce que j'ai déjà vu ça. » L'expression de Maud se durcit. Ce n'est pas la première fois qu'Ophélie fait ça. Avant de rencontrer Thomas, elle était fiancée à un homme nommé Nicolas. Une famille riche, bel avenir. Elle l'a presque détruit financièrement avant que ses parents n'interviennent. Un rugissement sourd remplit mes oreilles, alors que Maud continuait expliquant comment Ophélie avait eu ce comportement toute leur vie, trouvant des gens vulnérables les charmants, puis les exploitant. « Nos parents l'ont laissé faire, » dit Maud, le dégoût dans la voix. Ils pensaient que sa beauté et son charme étaient des dons, qu'elle devait les utiliser pour assurer son avenir. Ils l'encourageaient à trouver des hommes riches. « Mais elle semblait aimer Thomas » protestai-je faiblement. Le sourire de Maud fut triste. « Ophélie est une excellente actrice. » Et peut-être qu'elle l'aimait à sa manière. Mais quand Ophélie aime quelque chose, elle le consume. Elle prend et prend, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Elle sortit un petit carnet de son sac. Je documente tout. Les mensonges qu'elle raconte sur vous, la façon dont elle manipule les enfants, la communauté. Elle a dit à nos parents que vous aviez été abusive avec Thomas toute son enfance, que vous le contrôliez. Avec l'argent, l'injustice de la chose m'a frappée comme un coup physique. « Elle est désespérée, » dit Maud. Quoi que Thomas ait découvert, ça devait être grave, très grave. Elle a besoin de cet héritage, Martine. Pas seulement pour le style de vie, mais pour couvrir ses arrières. « Quelles arrières ?» demandai-je, un frisson me parcourant. Maud hésita. « Je n'ai pas de preuves, juste des soupçons. Mais je pense que certaines des personnes à qui Ophélie a emprunté ne sont pas juste des usuriers. Je pense qu'ils pourraient être liés au crime organisé. » Le café semblait soudain trop petit, trop exposé. « Vous devez être prudente, » coupa Maud. « Ophélie ne répand pas des rumeurs juste pour être méchante. Elle détruit méthodiquement votre crédibilité, parce qu'elle a peur de ce que vous pourriez découvrir. L'histoire de la démence, c'est du grand Ophélie. Elle a fait la même chose à notre grand-mère, quand la vieille dame l'a surprise en train de voler des bijoux. Mon esprit s'emballait. Le docteur Martin, le rejet de la communauté, le comportement étrange des enfants. « Elle me gaslight, » dis-je. « Elle me fait douter de ma propre santé mentale. »« Exactement. » Maud hocha la tête. « Et elle est douée pour ça. » « Que dois-je faire ?»« Documenter tout, » dit fermement Maud. « Chaque interaction étrange, chaque rumeur. Et n'acceptez rien d'elle. Pas de nourriture, pas de boisson. » Vous pensez qu'elle... Je ne pouvais même pas finir la phrase. L'expression de Maud était grave. Je ne sais plus de quoi elle est capable. Elle regarda sa montre. Je dois y aller. Ophélie pense que je suis à la salle de sport. Elle sortit un téléphone prépayé et le glissa sur la table.
Utilisez ça pour me contacter. Mon numéro était le seul programmé. N'utilisez pas votre téléphone habituel. Je ne serais pas étonnée qu'elle le fasse surveiller. » Alors qu'elle se levait, elle serra ma main. « Vous n'êtes pas folle, Martine. Vous n'êtes pas la méchante ici. Rappelez-vous de ça. » Après son départ, je suis restée assise longtemps serrant le téléphone comme une bouée de sauvetage. Pour la première fois depuis des mois, je sentais une étincelle d'espoir. Ce soir-là, en triant d'autres papiers de Thomas, j'ai trouvé quelque chose que j'avais manqué. Une petite clé, collée avec du ruban adhésif à l'arrière d'un tiroir de son bureau, avec une note. Box de stockage Ndug 17, garde-meuble de la rue principale. Quoi que Thomas ait découvert. Les preuves devaient être là. Demain, j'allais découvrir ce que mon fils avait caché. Et ce qu'Ophélie était si désespérée de garder enterré. Le brouillard de chagrin et de confusion se levait remplacé par un but précis et froid. Ophélie m'avait sous-estimé. Elle m'avait traitée comme une vieille femme impuissante qu'elle pouvait facilement manipuler. Elle était sur le point de découvrir à quel point elle avait eu tort. Le garde-meuble de la rue principale était un bâtiment banal. L'air du matin était vif. Mon cœur battait la chamade. Qu'allais-je trouver à l'intérieur? L'employé m'a dirigé vers le box numéro 17. La serrure a tourné et j'ai levé le rideau de métal. À l'intérieur, des dizaines de boîtes soigneusement étiquetées. Mais c'est le grand tableau blanc au fond qui a attiré mon regard. Couvert de l'écriture précise de Thomas. C'était une chronologie, remontant à 3 ans, documentant les activités d'Ophélie en détail. Retraite d'espèces, visites au casino, compte de jeux en ligne, absence inexpliquée. Chaque entrée était annotée avec des dates, des montants et parfois des photos. « Oh Thomas !» ai-je murmuré. « Tu enquêtais sur elle. » Une boîte était étiquetée « Preuve ». À l'intérieur, des relevés bancaires, des factures de cartes de crédit, des documents de prêt. Et une autre clé USB. Mais il y avait aussi un journal relié en cuir. La dernière entrée était datée de 4 jours seulement avant la mort de Thomas. J'ai confronté Ophélie aujourd'hui. Je lui ai montré ce que j'avais trouvé. Elle a tout nié au début, puis elle est devenue hystérique. Elle dit que je ne comprends pas la pression sous laquelle elle est. Elle a raison. Je ne comprends pas comment on peut jouer l'avenir de nos enfants, nous mettre dans les dettes de gens qui font des menaces. Elle m'a supplié de ne rien dire à personne, surtout pas à maman. Elle a dit qu'elle chercherait de l'aide. Je veux la croire. Pour les enfants, j'ai besoin de la croire. Mais j'ai changé le testament aujourd'hui. Juste au cas où, si quelque chose m'arrive, maman s'assurera que les enfants sont protégés. Les larmes brouillachiennes m'a vue. Il l'avait confrontée. 4 jours avant son arrêt cardiaque, j'ai passé des heures dans ce box de stockage photographiant des documents, lisant les notes de Thomas. Quand je suis partie glissant les preuves les plus cruciales dans mon sac à main, j'étais une femme différente. Le brouillard du doute avait disparu, remplacé par une fureur froide et claire. J'ai appelé Maud depuis le téléphone prépayé. J'ai trouvé les preuves de Thomas. C'est pire que ce que nous pensions. Je pense qu'Ophélie pourrait avoir quelque chose à voir avec la mort de Thomas. C'est une accusation grave, Martine. Je sais, et je ne peux pas encore le prouver. Mais il l'a confrontée juste avant de mourir. Et regardez comment elle travaille, à me discréditer depuis. Elle est terrifiée que je découvre la vérité. « Qu'allez-vous faire ?» demanda Maud. « Me battre, dis-je simplement. M'aiderez-vous ?» 2 jours plus tard, Maud et moi avons rencontré le docteur Carlson, un neurologue respecté dans la ville voisine, sans aucun lien avec Ophélie. J'ai passé une batterie complète de tests. Cognitif, scanner du cerveau, tout. « Madame, » m'a dit le docteur Carlson, « je peux affirmer avec une certitude absolue que vous ne montrez aucun signe de démence ou de déficience cognitive. En fait, votre acuité mentale est exceptionnelle.
J'ai demandé ses conclusions par écrit. Ensuite, j'ai engagé un détective privé nommé Marcus. Cher, mais avec l'accès à l'argent de Thomas, ce n'était plus un problème. J'ai besoin de documents sur tout ce que fait Ophélie, lui ai-je dit. Les rumeurs qu'elle répand les gens qu'elle rencontre. Et je dois savoir à qui elle doit de l'argent. Pendant ce temps, j'ai commencé à reconstruire mes liens sociaux. J'ai commencé par Barbara, ma plus vieille amie. « Tu m'as manqué », lui ai-je dit simplement lorsque nous avons pris un café. « J'ai entendu des choses, Martine, sur la façon dont tu as traité Thomas sur le testament. » J'ai glissé le rapport du docteur Carlson sur la table. Ophélie dit aux gens que j'ai une démence. Ceci prouve que non. Elle dit aussi que j'étais abusive avec Thomas. J'ai des décennies de cartes d'anniversaire et de photos qui prouvent le contraire. Elle détruit ma réputation parce qu'elle a peur de ce que je sais. Lentement, méthodiquement, j'ai repris ma vie. J'ai rejoint un nouveau club de bridge. Je me suis portée volontaire à la bibliothèque. La pièce finale est arrivée quand Marcus a découvert à qui Ophélie devait de l'argent. Un homme nommé Vincent Carrera, lié au milieu lyonnais. « Elle lui doit plus de 200 000 €, m'a dit Marcus d'un ton grave. Et son genre de personne n'accorde pas de délai de paiement. 2 jours plus tard, j'ai invité Ophélie et les enfants à dîner. Il était temps pour une confrontation. Mais cette fois, c'est moi qui avais le contrôle. Alors que je mettais la table ce soir-là, je me sentais étrangement calme. La sonnette a retenti. J'ai redressé les épaules prête à affronter la femme qui avait essayé de me détruire. Mais je n'étais plus sans défense. J'avais la vérité de mon côté. Et plus important encore, des preuves. La partie pouvait commencer. 3 ans ont passé depuis ce dîner fatidique avec Ophélie. Je me souviens encore de son arrivée chez moi de maquillage parfait, sourire forcé les enfants derrière elle. « Mais » avait crié Léa courant me serrer dans ses bras. À 9 ans, elle était encore assez jeune pour être ouvertement affectueuse. Hugo, à 6 ans, restait en arrière me regardant avec méfiance. Le produit des histoires qu'Ophélie lui avait racontées. La confrontation, quand elle a eu lieu, c'était après que les enfants se soient installés dans le salon avec un film. « Je sais tout, Ophélie », avais-je dit, calmement, en glissant un dossier sur la table. Le jeu, les prêts de Vincent Carrera, les mensonges que tu as répandus sur moi. Son visage s'était vidé de toute couleur. Je ne vois pas de quoi. N'insulte pas mon intelligence, avais-je interrompu. Thomas a tout documenté avant de mourir. J'ai trouvé son box de stockage. Pendant un instant, la peur pure avait brillé dans ses yeux. Puis son expression s'était durcie. Et alors c'est ta parole contre la mienne. Tout le monde pense déjà que tu perds la tête. J'avais souri alors. Un petit sourire satisfait. Plus maintenant. J'ai un bilan neurologique prouvant que je suis saine d'esprit. J'ai des déclarations de ta propre sœur confirmant ton passé de manipulatrice. J'ai la preuve que tu dois 200 000 € à un homme lié au crime organisé. Et j'ai tous les documents de Thomas. Ses mains avaient tremblé. « Que veux-tu » ? « Une trêve, avais-je dit simplement. Je ne veux pas te détruire, Ophélie. Je veux juste faire partie de la vie de mes petits-enfants. Je veux que les rumeurs cessent, je veux la paix. Et si je refuse, alors j'apporterai tout ce que j'ai à la police. Le jeu n'est peut-être pas illégal, mais les prêts, la connexion avec Carrera, ça les intéressera beaucoup. Surtout compte tenu du moment de la mort de Thomas. Tu m'accuses de... Sa voix s'était élevée paniquée. Je ne t'accuse de rien, avais-je coupé. Je constate des faits. Thomas t'a confronté au sujet du jeu 4 jours avant de mourir. Il a changé son testament. Et puis, il a eu un arrêt cardiaque soudain à 35 ans. Ophélie s'était effondrée sur sa chaise, sa façade s'écroulant. J'avais vu la vraie femme effrayée, désespérée, acculée. Je ne l'ai pas tuée,
avait-elle murmuré, les larmes coulant sur son maquillage. Je le jure. Le stress, la dispute que nous avons eue. Peut-être que ça a contribué, mais je n'ai jamais voulu sa mort. Je l'aimais à ma manière. À ce jour, je ne sais pas si je la crois. Mais à ce moment-là, j'avais fait un choix. Pour la paix, pour mes petits-enfants, pour mon propre avenir. « Voici ce qui va se passer », lui avais-je dit. « Je vais rembourser ta dette envers Carrera, pas pour toi, mais pour éloigner ce genre d'éléments criminels de mes petits-enfants. En échange, tu me donneras un accès régulier et sans entrave à Léa et Hugo. Tu cesseras de répandre des rumeurs et tu suivras un traitement pour ton addiction au jeu. » Elle avait accepté immédiatement, le soulagement inondant son visage. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, je suis assise dans mon jardin regardant Léa et Hugo jouer. Ils passent les week-ends avec moi maintenant, un arrangement que nous avons trouvé après qu'Ophélie ait terminé son programme de traitement. Elle vit toujours dans la maison de Thomas, mais la maison est à mon nom. Un fait qui garantit sa coopération continue. Les rosiers que Thomas et moi avions plantés ensemble sont en pleine floraison. « Mamie, regarde !» crie Léa me montrant un petit pot en céramique. À 12 ans, elle a un vrai talent pour la poterie, un passe-temps que nous avons découvert ensemble. Je l'ai fait pour l'anniversaire de maman. Je souris. Il est magnifique. Elle est magnifique, ma chérie. Elle va adorer. Hugo, maintenant âgé de 9 ans, est étendu sur l'herbe plongé dans un livre sur les dinosaures. Il ressemble tellement à Thomas à cet âge que parfois ça me coupe le souffle. Notre relation avec Ophélie reste compliquée. La confiance brisée ne pourra jamais être entièrement réparée. Mais nous avons atteint une sorte de paix. L'argent qui a causé tant de conflits a trouvé un meilleur usage. J'ai créé des comptes pour Léa et Hugo comme Thomas le voulait. Et j'ai mis de côté des fonds pour le traitement continu d'Ophélie. Parfois, je me demande ce que Thomas penserait de tout ça. Approuverait-il que ce compromis? Je crois que oui. Mon fils a toujours été pragmatique, toujours compatissant. Il a changé son testament non par vengeance, mais par amour, pour protéger ce qui comptait le plus. La semaine dernière, j'ai tenu une promesse que je lui avais faite. Nous avions toujours parlé de visiter l'Italie ensemble, d'explorer la Toscane. Avec Léa et Hugo à mes côtés, j'ai dispersé une petite partie de ses cendres sous un olivier centenaire. « Est-ce que papa est heureux, Ismami ?» avait demandé Hugo, sa petite main serrant la mienne. « Je pense que oui, » avais-je répondu. « Mais il est surtout heureux de savoir que nous sommes ensemble. Que nous prenons soin les uns des autres. La vie après la perte, ce n'est pas oublier. Ce n'est même pas toujours pardonner. Parfois, c'est juste trouver un moyen d'avancer qui honore ce qui a été perdu, tout en chérissant ce qui reste. Le jardin de ma vie a été brûlé, dévasté. Mais lentement, saison après saison, il repousse. Différent d'avant, mais pas moins beau. Ce soir, alors que les enfants m'aident à préparer le dîner riant et se disputant, je sens la présence de Thomas. Il est ici, dans le sourire de Léa, dans le froncement de sourcils pensif de Hugo. Dans l'héritage d'amour qu'aucune tromperie n'a pu vraiment détruire. C'est son dernier cadeau pour moi. Cette seconde chance. Cette paix si durement gagnée. Maintenant, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Qu'auriez-vous fait à ma place? Avez-vous déjà vécu une situation où la confiance a été si profondément trahie? Racontez-moi dans les commentaires.